membre fondateur du CIPN, le Comité international des peuples noirs, qui devrait nous rejoindre, ainsi que Thierry Létang, chef du projet du Memorial Act, responsable développement scientifique, ainsi que Valérie Hugues, agrégée d'histoire et enseignante à l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, Frédéric Réjean, votre premier sentiment ce soir avec l'inauguration de ce Memorial Act. Alors déjà un sentiment d'avoir participé à une très belle journée avec des discours qui ont été particulièrement poignants et avec des annonces dont on aimerait avoir des précisions, notamment celles en ce qui concerne la question de la dette d'Haïti, de l'indemnité que Haïti a versée à la France. Et je pense que le président de la République précisera ce qu'il a émis aujourd'hui lors de sa visite à Haïti. Donc une très belle cérémonie. Et puis le site architecturalement est magnifique, et puis l'intérieur donne beaucoup de moyens à l'historien de parler de cette histoire. Justement, Frédéric Réjean, ce musée a un côté un peu surprenant. On l'a visité en avant-première avant-hier. On s'attendait peut-être à plus de pédagogique, plus d'historique. On est dans de l'artistique, dans des œuvres. Et finalement, la science est dans le casque, dans l'audio, dans le multimédia à la main. Ça crée de l'interactivité. Est-ce que c'est finalement ce qui amène le mieux, ce qui parle le mieux à la population aujourd'hui ? Oui, je pense que le choix qui est fait est un bon choix. D'autant plus que il peut y avoir différents types de lecture. Un enfant de 4-5 ans, il peut voir les choses par les couleurs, les formes. Puis ensuite, des personnes qui veulent s'informer de manière plus approfondie le peuvent aussi. Il y a notamment la salle de généalogie qui est particulièrement intéressante parce que elle donne l'histoire de tous les habitants de la Guadeloupe. C'est-à-dire que chaque habitant de la Guadeloupe peut mettre son nom et puis voir apparaître une partie de ses ancêtres. Et je pense que une histoire collective, c'est la somme des histoires individuelles et familiales. Et je crois que c'est une très bonne idée d'être parti de cela et de nous raccrocher à les ancêtres esclaves que nous avons eus, que l'esclavage soit pas juste quelque chose d'imaginé, que l'on voit à travers des représentations de films, notamment de films américains, parce que l'esclavage aux Antilles, c'était pas la même chose que l'esclavage aux États-Unis. Et donc je trouve que c'est une très bonne entrée dans l'histoire, dans l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe et plus largement dans l'ensemble du monde. Jean-Pierre Sainton, pour revenir à cette cérémonie et à cette inauguration du mémorial, François Hollande a parlé qu'il allait en Haïti évoquer avec le président, le chef d'État haïtien, des réparations dues par la France à Haïti. Est-ce qu'on fait là, on parle de symbole, ou alors on va vraiment rentrer dans le vif du débat, du sujet ? Bien, alors je vais essayer de vous répondre, mais encore que ça me serait difficile, puisqu'il faudrait poser la question à celui qui a fait cette annonce, c'est-à-dire au président de la République lui-même. En tout cas, vous aurez noté que quand cette annonce a été faite de restitution, c'est ce que j'ai compris du moins, de restitution de la dette que Haïti avait dû rembourser pour garantir son indépendance, spontanément, les gens se sont levés et ont applaudi, et je crois que ça a été peut-être sans doute le moment le plus émouvant, en tout cas, de l'inauguration en elle-même. Enfin, du moins, je l'ai ressenti comme tel. Et ce qui montre que, par-delà un certain nombre de schémas, par-delà un certain nombre de visions, le public guadeloupéen, en tout cas, et les gens qui étaient là, qui étaient majoritairement guadeloupéens, sont extrêmement sensibles à ce qui se passe en Haïti, ce qui est arrivé à Haïti, cette punition, en quelque sorte, qu'on a voulu longtemps infliger à Haïti, et cette réhabilitation, en quelque sorte, le terme n'a pas voulu être employé, réparation, mais c'en est une.
c'en est une, et sinon morale, sinon idéologique, on pourrait dire, mais en tout cas, peut-être qu'elle aura un aspect très matériel pour celle-là. Jean-Pierre Sinon, je ne peux pas, bien sûr, m'avancer et garantir quoi que ce soit au nom de quiconque. Mais ce serait une bonne chose que, en tout cas, Haïti, le pays qui a beaucoup supporté et souffert pendant le 19e siècle et le 20e siècle de cette exception extraordinaire d'un pays d'esclaves arrachant sa liberté et son indépendance, qu'Haïti puisse trouver un soulagement, ce serait quand même quelque chose de très bien. Jean-Pierre Sainton, pourquoi cette question des réparations est si problématique pour la France? Elle a réparé les oppresseurs, les béquets chez nous, les colons d'Algérie, les pieds noirs en 2005, a imposé donc à Haïti le prix de la dette en 1804. Elle-même a reçu des réparations de l'Allemagne jusqu'à l'année dernière sur les guerres mondiales. Pourquoi cette question des réparations est si problématique quand on rentre dans la question de l'esclavage? Très bonne question. Très bonne question, mais en même temps très difficile à répondre. Bon, je vais vous dire mon sentiment. Toute la notion de réparation suppose la notion de la reconnaissance d'une faute, d'abord. La reconnaissance d'une faute dont on se sentirait héritier et débitaire, en quelque sorte. Donc par conséquent, si vous voulez reconnaître, réparer, c'est d'abord reconnaître la faute, et c'est d'abord ensuite reconnaître que les héritiers ou les bénéficiaires de cette faute ont à restituer quelque chose. Ce n'est pas toujours facile quand on est dans la position du colonialiste ou de l'esclavagiste. Concernant précisément la question de l'esclavage, elle est plus difficile à décortiquer, puisque on peut, si on sait globalement, ça a déjà été démontré depuis longtemps que l'esclavage a contribué au développement du capitalisme industriel au XIXe siècle. Il est très difficile d'aller retrouver de façon très précise, très concrète, quels sont les bénéficiaires exacts de ce qu'a constitué les surplus tirés du travail des esclaves. En tout cas, il me semble que la question des réparations doit être considérée fondamentalement sur le plan moral et réparée sur le plan de l'éducation. Il me semble que c'est une question importante pour que également se reconstituent ceux qui encore ont conservé, les sociétés qui ont conservé les stigmates de l'esclavage. À la différence, par exemple, des réparations de l'Allemagne, des dettes de guerre. Si vous voulez, on répare et puis c'est terminé. C'est-à-dire, ensuite, on a réparé, on a reconstruit. La traite négrière et l'esclavage ont perpétué au travers des âges un stigmate et une dégradation de l'image du noir, de l'image du nègre et par conséquent des afrodescendants. Dégradation non seulement vis-à-vis des regards extérieurs, mais également vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire il y a eu aussi une autodégradation. Et cela ne se répare pas par l'extérieur, elle se répare par un dépassement et un effort sur soi-même. Je vais vous dire, juste pour terminer, quelque chose que disait un esclave américain, Frederick Douglass, qui est un grand nom, disons, de la résistance des Américains, des États-Unis contre l'esclavage. Il disait aux Blancs qui voulaient aider et réparer au XIXe siècle, il disait laissez l'esclave se remettre debout tout seul. Laissez-le se remettre debout tout seul. Notre réparation, c'est une reconstruction et cette reconstruction nous incombe fondamentalement. Voilà ce que je pourrais vous dire, si vous voulez, sur cette question-là. Frédéric Réjean, vous partagez ? Alors, un des problèmes qui se pose, c'est que le système esclavagiste a été mis en place par des négociants soutenus par un État monarchique et qu'à 2 reprises, c'est la République qui a aboli l'esclavage. Le 4 février 1794 et le 27 avril 1848. Et donc, on se trouve face à ce problème, c'est est-ce que la République demande pardon alors qu'elle est abolitionniste, demande pardon pour un crime commis par la monarchie et ensuite le régime de dictature militaire et d'opinion de Napoléon Bonaparte qui met fin à cet héritage de la République, à cet héritage de la Révolution. Sur la question de l'indemnité d'Haïti, il faut recontextualiser cette indemnité. Au même moment, donc c'est un moment historique de la France où ce sont les ultra-royalistes qui sont au pouvoir. Dans le même moment, la France, le roi de France, exige
l'indemnité à Haïti pour reconnaître son indépendance et ne pas l'envahir, parce que c'est ça l'un des enjeux. Il y a entre 1804, l'indépendance d'Haïti, et 1825, la reconnaissance par la France de l'indépendance d'Haïti, près d'une centaine de projets de reconquête d'Haïti. Au même moment, c'est la question du milliard des émigrés. Pendant la Révolution française, il y a un certain nombre de nobles, de royalistes qui ont fui et qui ont eu leurs biens confisqués et vendus, ce qu'on a appelé les biens nationaux, donc achetés par des petits paysans ou parfois des bourgeois. Et donc, ils ont demandé la récupération de ces terres. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce même moment, il y a eu à la fois une volonté de reprendre une partie du peuple qui avait fait la révolution par le biais du milliard des émigrés et aussi par ce qui s'était passé à Saint-Domingue. Alors, ce qu'il faut noter sur l'indemnité, c'est qu'elle était assise sur les plantations et les terres, pas sur le nombre d'esclaves possédés. Messieurs, on l'a vu avec l'affaire Niort récemment, notre rapport à l'histoire de l'esclavage est souvent compliqué. Est-ce que des réparations, même juste symboliques, est-ce que ça pourrait pacifier notre rapport à cette histoire ? Frédéric Réjean, Jean-Pierre Sainton. Bon, la question des réparations, c'est un grand débat. Voici l'Ukrainette, il donnera son point de vue là-dessus. Je pense qu'on peut en débattre. D'abord, la première chose, je pense qu'on peut en débattre. On peut en discuter. Mon point de vue, je l'ai un peu exprimé tout à l'heure. Je crois que la plus grande des réparations est dans l'éducation. Et quand je dis dans l'éducation, elle a plusieurs dimensions. Une éducation, disons, dans la culture de ceux qui héritent non pas forcément de la faute qui a été commise, mais ceux qui héritent de la culture, par conséquent, qui en est à l'origine. Je veux dire par là que j'ai parlé tout à l'heure de dégradation, c'est-à-dire a priori, le nègre dans le monde est vu comme un descendant d'esclaves. A priori, c'est comme ça qu'il est vu. Et quelque part, ça paraît naturel. Je ne sais pas si vous réalisez, mais lorsque j'ai commencé mes études d'histoire, la question de la traite de l'esclavage était comprise tout naturellement comme faisant partie d'un commerce, ce qu'elle est du point de vue économique. Mais pour le dire et le continuer à l'enseigner, c'est quelque part épouser ce point de vue. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'autrement dit, si l'histoire doit servir aussi à quelque chose, c'est bien à l'élévation de la conscience sur les phénomènes historiques qui ont été passés. Et donc, par conséquent, ça demande un grand travail d'éducation. Un travail d'éducation à l'intérieur de ces sociétés qui ont été esclavagisées et qui en comportent toujours les stigmates du point de vue sociologique et culturel. J'insiste sur l'aspect culturel. C'est-à-dire, tout n'est pas quelque chose qui peut, se résoudre par des discours rationnels. Donc, la culture est un élément important, mais également pour, faire évoluer la culture des autres et donc la culture universelle sur ces phénomènes-là. Voilà mon point de vue sur la question des réparations. Valérie Hugues, bonsoir. Bonsoir. Cette question des réparations, cette omniprésence de Haïti dans les discours, ça va de pair avec ce Memorial Act ? Ah oui, absolument. Je pense que c'est indissociable. Et moi, j'ai trouvé le discours du président là, sur les réparations d'Haïti comme quelque chose de très fort, très positif. Et je vois le Memorial Act comme quelque chose un message fort et positif. L'histoire peut être dramatique. C'est vrai que moi, je suis enseignante, je ne suis pas chercheuse, donc je n'aurai pas autant de détails à donner que M. Réjean et M. Sainton. Mais en tant qu'enseignante, une chose importante, c'est enseigner les faits historiques. Et malheureusement, dans les faits historiques, il y a des choses sympas à enseigner, des choses faciles, et il y a des choses très difficiles, très douloureuses. C'est le cas de la traite négrière, c'est le cas de l'esclavage. Mais il faut prendre les choses à bras-le-corps dans l'enseignement à l'intérieur de l'éducation nationale. Mais il faut s'appuyer aussi sur toutes ces expériences de mémoire qu'est d'ailleurs le Memorial Act et la question des réparations d'Haïti. Donc c'est quelque chose qui nous permet de nous tourner vers l'avenir. Et là où je partage tout à fait l'avis de M. Réjean, c'est qu'il y a des stigmates économiques, politiques, culturels chez ceux qui ont été victimes, mais chez ceux aussi qui, entre guillemets, ont été colonisateurs. C'est-à-dire que ce travail à faire dans l'espace métropolitain, il serait hors de question de voir, par exemple, l'enseignement de l'esclavage réduit au programme des DOM-TOM, éventuellement la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, et qu'il ne soit pas, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Il faut que cette question de l'enseignement de l'histoire soit aussi prise à bras le corps par les sociétés métropolitaines, les sociétés européennes, parce que la vision du noir que M. Sainton présente comme
à stigmatiser le noir et esclave, c'est aussi une entreprise c'est l'entreprise de la colonisation. Il faut bien qu'on enseigne aussi aux espaces métropolitains de s'émanciper de ces représentations colonialistes. Donc il y a un travail à faire en Guadeloupe, mais je pense qu'il y avait un travail à faire beaucoup plus large. Donc évidemment, dans mon cas, ça passe par l'éducation en milieu scolaire. Mais je pense qu'il y a une éducation populaire, une éducation globale, et le Memorial Act en fait partie. Alors avant d'aller un petit peu plus en avant sur la façon d'enseigner cette histoire, Valérie Luc Renet, vous n'avez pas participé aujourd'hui à cette inauguration du Memorial Act, non pas parce que le Memorial Act vous déplaît, mais parce que vous vouliez montrer au président de la République que vous n'étiez pas d'accord avec sa position sur la question des réparations. Aujourd'hui, dans son discours, il a proposé des réparations pour Haïti. Il n'a pas vraiment fermé la porte à cette question pour la Guadeloupe. Est-ce que finalement il a partiellement répondu à vos attentes ? En tout cas, j'ai eu le sentiment, comme d'autres, qu'il s'est senti interpellé. Et cela m'amène à dire que nous avions eu raison d'adopter cette position, ne sachant pas ce qu'il dirait. Nous ne voulions pas être quelque part caution de propos que nous ne partageons pas. Je rappelle qu'en 2012, étant au Sénégal, il a fait savoir, alors que M. Hérault devait recevoir une délégation du MIR et du CRAN sur la question des réparations, qu'il était opposé aux réparations autres que mémorielles. Depuis, il n'a pas changé le discours. Et nous ne voulions pas prendre le risque de nous retrouver à ses côtés et quelque part servir de caution à ses propos. Là, il a quelque peu évolué, bien que je trouve que ce n'est pas satisfaisant. Il a posé deux diagnostics. L'un pour nous, Guadeloupéens, l'autre pour nos frères haïtiens. Le premier, il a dit cela paraît anormal qu'en 1949, donc un an après la seconde abolition de l'esclavage, que ce sont les maîtres d'esclaves qui revendiquaient des réparations, enfin, disons des indemnités, qui leur ont été versées après d'âpres négociations, parce que finalement, il y a eu une négociation sur le montant de rachat de chaque tête de nègre ici, à Martinique, en Guyane, en Réunion. Donc, il a posé le diagnostic, mais il n'a pas dit la solution. Il n'a pas dit le remède. Et pour nous, le remède, c'était de dire, bon, mais il faut réparer, c'est une injustice. Concernant Haïti, il a rappelé que Charles X, en 1825, a exigé effectivement une somme de, je crois, 150 millions de francs or. D'après certains, ça ferait 21 milliards d'euros aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne suis pas certain du calcul, mais en tout cas, ça fait beaucoup d'argent. Il a laissé entendre qu'il allait rendre l'argent, enfin, réparer. Alors, plutôt, c'est une restitution, mais afin qu'il ouvre porte à réparation. Il serait intéressant de voir maintenant demain quels seront les comportements, les attitudes des différents pays de la Caraïbe qui, aujourd'hui, demandent réparation aussi et à la France, et aux Anglais ou bien aux autres nations européennes qui sont livrées à la traite et à l'esclavage. Donc, il y a une avancée, mais ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, je pense, comme nous l'avons été appelés dans le courrier, nous disions que M. Hollande était un jacobin, quelqu'un de paternaliste, je le dis, je le confirme. Lorsqu'il a dit, par exemple, hier soir, ici, je suis chez moi, en Guadeloupe, il a dit la Guadeloupe, c'est la France. Et nous disons non, la Guadeloupe, ce n'est pas la France. Il dit à Martinique, je suis chez moi aussi en Nouvelle-Calédonie. Quelque part, j'ai le sentiment d'entendre certains qui disaient que bon, l'Empire français est si grand que le soleil ne se couche jamais sur la France. Donc, quelque part, il y a pas un propos un peu colonialiste. Luc Renet, ce mémorial, ça n'est pas pour vous déjà une première forme de réparation ? Alors, puisqu'on parle du mémorial, je ne peux pas vous répondre sans féliciter les 250 ouvriers guadeloupéens qui ont travaillé. Sans féliciter et dire vraiment mon admiration pour les architectes, que ce soit Berthelot, que ce soit Marton, que ce soit Doré, que ce soit Moka Célestine, que ce soit Maragnès. Je suis en admiration devant leur travail. Je pense qu'effectivement, que ce qu'ils ont fait, c'est l'illustration du génie guadeloupéen. Ce qui veut dire que nous devons cesser donc quelque part de nous sentir petits parce que le pays est petit. Nous pouvons effectivement avoir de grands projets légalisés parce qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui sont compétents. Et c'en est la démonstration. Je tenais à le dire et aussi féliciter tous les membres du CIPN qui, depuis 23 ans, œuvrent pour le mémorial et pour d'autres structures, d'autres réalisations que nous avons faites. Et je tiens à féliciter toutes ces personnes, y compris actuellement sa présidente, Mme Jacques Ré, depuis 2 ans, mène un combat exemplaire, effectivement, pour le monde noir. Parce que nous ne pensons pas qu'en Guadeloupe, qu'au niveau de la Guadeloupe, mais du monde noir. Alors, pour répondre à votre question, la construction du mémorial, pour nous, relève avant tout d'une auto-réparation. Je dois préciser que l'initiative, elle est populaire, puisque nous sommes même de la société civile. Vous étiez à l'origine du projet ? Oui, effectivement. Nous sommes à l'origine du projet. Et je rappelle que ce projet, depuis 1992, on en a parlé sur le parvis des droits de l'homme à Paris, où j'étais, parce que je viens de France, où j'ai également eu à passer sur les médias pour en parler. En 1998, la pose de la première pierre se fait à Paul Caraïbe, en présence de Mme Chevry,
et de M. Daniel Marcin, alors maire des Abîmes. Lorsque Mme Chevry perd effectivement la présidence de la région, M. Lurel accepte effectivement de confirmer la lettre que j'avais, une lettre de Mme Chevry mettant à disposition le délaissé de terrain qui se trouve à Paul-Caraïbe. Je dois ici, sans langue de bois, parce qu'effectivement, je me dis, ah ouais, Lunette indépendantiste en même temps, il a travaillé avec Lurel. Peu importe, j'ai l'habitude d'assumer ce que je fais. Monsieur Lurel, bien que nous n'ayons pas du tout les mêmes options politiques pour la Guadeloupe, on n'a pas non plus aujourd'hui la même conception de notre identité, puisque lui il se considère français descendant d'esclaves, alors que nous disons que nous sommes Guadeloupéens descendants d'hommes et de femmes réduits en esclavage et qui ont vocation à être décolonisés. Et que nous disons surtout que les réparations sont consubstantielles de la décolonisation. Alors pour terminer, oui, nous sommes fiers de ce mémorial. Oui, nous demandons aux Guadeloupéens de se l'approprier et aux Caribéens, parce que dès l'origine, ce mémorial avait une vocation caribéenne et internationale. Dans son discours, vous parliez de Victorin Lurel. Il a souligné votre rapport. Il a regretté que vous ne soyez pas là. Oui, mais vous savez très bien que nous n'aurions pas pu exprimer un désaccord quelconque avec M. Hollande compte tenu de la programmation de la journée. Et le sachant, nous avons préféré stratégiquement être absents, mais être présents. Nous sommes présents en Guadeloupe. Ce mémorial, il n'est pas là pour un jour seulement. Et sincèrement, nous sommes fiers d'être là aujourd'hui. Nous sommes fiers également que les Guadeloupéens aient réalisé, parce qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que l'entreprise qui a réalisé ce mémorial, elle est guadeloupéenne, que la plupart des entreprises sont guadeloupéennes, que le génie guadeloupéen s'est exprimé et que nous avons tout lieu d'être fiers que ce mémorial soit en Guadeloupe. J'ai entendu un de vos collègues haïtiens à 2 reprises dire que ce mémorial aurait dû être construit en Haïti par rapport à l'histoire glorieuse d'Haïti, puisque comme chacun sait, les armées de Napoléon étaient battues par les armées haïtiennes. Mais peut-être qu'il connaît mal l'histoire de la Guadeloupe. Nous avons aussi une histoire qui est riche, une histoire qui est formidable. Nous devions être fiers de savoir que nous ne sommes pas que descendants d'hommes et de femmes qui ont été réduits en esclavage, qui sont des martyrs, mais aussi descendants d'hommes et de femmes qui ont pris les armes pour défendre leur liberté et pour éviter le rétablissement de l'esclavage tel que le voulait Bonaparte en 1802. Jean-Pierre Sainton, Luc Reynette le disait, il faudrait que les Guadeloupéens s'accaparent ce lieu. Est-ce que finalement le Mémorial Act parlera plus aux Guadeloupéens, selon l'analyse que vous faites aujourd'hui de la société? Est-ce qu'il parle plus aux Guadeloupéens ou plus aux visiteurs extérieurs? Alors, je crois que dans le concept initial, il s'adressait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je crois qu'avoir la réalisation, c'est une réalisation, on peut dire que la réalisation confirme effectivement cette intention première. C'est un bâtiment gigantesque, c'est un bâtiment qui est vraiment à la mesure, disons, du projet. C'est un bâtiment qui a une dimension internationale. Donc, c'est véritablement un musée. Et quand on rentre, on l'a visité tout à l'heure, ce n'est pas simplement, ce n'est pas simplement la virtualité. Maintenant, c'est quelque chose d'assez concret. On rentre effectivement dans un lieu de mémoire muséographique qui a une vraie scénographie, qui a des pièces, une pédagogie, des textes qui iront avec. C'est véritablement un lieu, disons, de développement de l'histoire, de la mémoire, de l'esclavage, des traites, etc. Donc de ce point de vue, je crois qu'il va s'adresser aussi bien au public guadeloupéen qu'à l'extérieur. Et effectivement, il fera partie désormais, et ça je pense que c'est un pari qui méritait d'être soutenu, il fera partie désormais des lieux à visiter en Guadeloupe. Il faut bien s'imaginer, sans vouloir faire le discours de quelqu'un, je ne suis pas, le domaine de l'ingénierie culturelle n'est pas mon domaine, mais tout de même, on sait que le tourisme pour simplement aller voir les plages et puis monter dans la montagne, ça ne suffit pas. Les gens qui se rendent dans des pays étrangers veulent rencontrer des autres, veulent comprendre leur histoire, veulent comprendre leur culture, ce qui s'est passé, veulent participer également à cette culture. De ce point de vue, si vous voulez, ça va être un point d'ancrage de la culture issue des esclavages et de la Guadeloupe, mais aussi des territoires caribéens. Maintenant, l'autre aspect, c'est que notre peuple, je rejoins entièrement Luc, il faut que notre peuple se l'approprie. Et là, il y a une dimension, un pas à franchir. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un pas qui a été franchi, mais qui n'est pas, disons, forcément franchi ipso facto par l'inauguration. Les défis seront dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est-à-dire notre capacité, la capacité des chercheurs, la capacité des pédagogues, la capacité des artistes à investir ce lieu, à le développer, à le populariser, à faire que les Guadeloupéens se l'approprient réellement et effectivement le fassent vivre. Et je crois que ça n'est nullement antinomique avec d'autres lieux, d'autres espaces de culture extérieurs.
Alors Frédéric Régent, vous avez été enseignant pendant de nombreuses années en Guadeloupe. Vous êtes aujourd'hui maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Comment ce Memorial Act est accueilli, de ce que vous avez eu le temps de voir avant que vous ne quittiez la France, est accueilli là-bas? Alors là, par les universitaires. Voilà, c'est difficile de répondre à votre question, mais je voudrais quand même dire qu'avec le CM 98, nous avons l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organisé une université populaire à la Sorbonne. La seule université populaire de la Sorbonne qui existe, elle est faite par des Antillais. Et elle porte sur l'histoire des traites, de l'esclavage, des émancipations et des abolitions, de l'Antiquité à nos jours. Et en contactant mes collègues de Paris 1, grande surprise, je tombe sur Paulin Ismar, qui est d'origine guadeloupéenne et qui est spécialiste de l'esclavage dans l'Antiquité grecque. Et lorsque on fait ces cours, on met en perspective finalement l'histoire sur le temps long. On se rend compte qu'il y a eu au cours des siècles différentes formes d'esclavage. Alors, une chose qui nous a frappé dans ces cours et qui m'a frappé moi aussi, parce que je ne suis pas spécialiste du tout de l'histoire de l'esclavage de la Rome antique. Dans la Rome antique, il y a un cas célèbre où un esclave a tué son maître. Et la loi romaine dit que lorsqu'un esclave a tué son maître, tous les esclaves du maître doivent être tués. Et là, en l'occurrence, ce maître, il a 300 esclaves et les 300 sont tués. Donc il y a les héritiers qui voudraient... ils n'obtiennent pas gain de cause et les 300 esclaves sont tués. Vous voyez, c'est mettre en perspective... Alors, je voudrais, par exemple, les peines qui existent dans l'édit de mars 1685, le Code noir. Il faut aussi les mettre en relation avec les peines qui existent, auxquelles sont soumis les sujets du roi de France. Les oreilles coupées, c'est une peine que les galériens ont. Le blasphémateur, il a la langue trouée. Le fouet est aboli en 1848 dans la marine. On est dans des sociétés très violentes. Et ce qu'il y a d'important, et moi, la conception historique que j'ai, c'est une conception où il y a, dans l'ensemble des organisations étatiques, des dominants et des dominés. Moi, il y a des choses qui moi, je suis pour l'union de tous les dominés, que les dominés qui soient, vous voyez, ceux qui étaient le tiers-état, enfin, quand je parle... Les paysans qui n'ont jamais goûté un morceau de sucre, ni bu de café, vous voyez, qui ont participé à la Révolution. Ceux qui, à Champagney, ont demandé l'abolition de l'esclavage des nègres. Voilà, moi, ma logique, c'est plutôt d'opposer les dominants et les dominés, et pas forcément d'opposer tel peuple qui aurait asservi tel autre peuple. Comment vous abordez votre enseignement de l'histoire à l'Université Paris 1 et comment vos étudiants reçoivent-ils cette histoire de l'esclavage? Alors déjà, j'ai la chance de faire des cours qui s'appellent Les Amériques coloniales et un autre cours qui s'appelle L'Europe et le monde, du 15e au 18e siècle. Alors les étudiants apprécient, on le voit, c'est un des 4-5 cours qui est les plus suivis sur une offre d'une quinzaine. Donc c'est une question qui intéresse. Et d'ailleurs, je vois même de mes propres étudiants que j'ai la semaine venir le samedi à des cours de l'université populaire. Donc ce qui est quand même... je crois que c'est une question qui intéresse. Alors tout à l'heure, on parlait de l'école. À l'école aussi, j'ai enseigné ici en collège en Guadeloupe, mais lorsqu'on parlait de l'esclavage, lorsqu'on parlait de Delgrès, lorsqu'on parlait aussi de la Shoah, les élèves... sont des faits historiques qui les intéressent particulièrement, auxquels ils sont particulièrement sensibles. Et là, je crois que tous nos collègues, enfin tous mes collègues, parce que je les considère toujours comme mes collègues d'histoire géo, ils doivent s'investir, s'emparer, venir avec leur classe et pas se dire oui, voilà, le programme passe trop vite. Il y a des choses qui sont quand même essentielles dans la compréhension de ce qui fait le citoyen aujourd'hui. Et cette compréhension de l'histoire de l'esclavage, l'histoire de l'abolition. Moi, je voudrais quand même revenir là-dessus. L'abolition de l'esclavage par la République, elle transforme tout de suite les esclaves en citoyens. En 1848, le décret d'abolition, il abolit l'esclavage à la fois aux Antilles, à La Réunion, mais aussi en Algérie. Mais en Algérie, il n'institue pas la citoyenneté pour les esclaves algériens. Et l'un des motifs, c'est de dire, oui, mais si on donne la citoyenneté aux esclaves algériens, il faudra donner la citoyenneté à leurs maîtres algériens musulmans. Et c'est là où on a une grande différence dans ces histoires coloniales entre d'un côté
la Guadeloupe qui a été une colonie de citoyens et d'autres colonies qui ont été des colonies d'indigènes. Valérie Hugues, cette appropriation, on l'a un peu dit, ça passe par les jeunes à l'école, les jeunes à l'université. Et pourquoi ne pas aller plus loin ? Aller plus loin avec les adultes, que les adultes s'intéressent un peu plus. D'accord. Moi, je vais un petit peu renverser votre question. C'est avant d'aller plus loin, il faudrait déjà bien vérifier que l'enseignement passe au premier degré et au second degré. Et je pense que là, il y a quand même encore des progrès à faire. Alors, un petit rappel, la traite des Noirs et l'esclavage est dans les programmes depuis plusieurs années, les derniers programmes de 2008, premier et second degré. Ils existaient déjà avant, mais peut-être de façon un peu plus intermittente. Mais c'est pas parce que ces questions sont dans les programmes qui sont traitées, systématiquement. Alors déjà, le premier problème, surtout pour les enseignants du premier degré, les professeurs des écoles qui ne sont pas nécessairement spécialistes de l'histoire, manque de notions, de connaissances, des fois fonctionne avec beaucoup de représentations, commettent des confusions. Moi, j'ai assisté à des séances devant des élèves où, dans la trace écrite de l'élève, il y avait marqué l'esclavage a duré 400 ans en Guadeloupe, et juste à côté, il y avait une frise chronologique où l'esclavage commençait en 1835 et se terminait en 1848. Donc voilà, il y a beaucoup de confusion. Voilà, il y a la période esclavagiste au niveau global, il y a l'expérience guadeloupéenne. Donc, c'est très complexe d'enseigner. Donc, il faudrait d'abord vérifier que nos enseignants aient véritablement les compétences pour enseigner au premier degré. Ça va beaucoup mieux au second degré puisque ce sont des spécialistes, mais encore en second degré. Donc, moi, j'étais enseignante au collège et au lycée et maintenant, je suis à l'ESP. Donc, j'ai quand même une vision. Vous enseignez aux enseignants. Et j'enseigne aux futurs enseignants et parfois aux enseignants. Donc, j'ai une vision globale. On a un manque de notions. On ne connaît pas bien les notions, par exemple. Je prends la notion de pacotille. Il est encore enseigné des fois aux enfants qu'on échangeait des hommes contre des objets qui valaient rien. C'est faux. Là, ne confondons pas un mot actuel. C'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai des boucles d'oreilles en pacotille, ça vaut rien. Mais ce qu'on appelait ces objets qui s'empactaient, ces indiennes, ces soirées, avaient une certaine valeur, avaient même beaucoup de valeur. Donc, déjà, avant de passer aux autres, donnons plus de formation, plus de moyens aux enseignants du premier degré. Ça, c'est fondamental. Poursuivons les efforts dans le second degré. Un exemple, des ressources sur cette question, il y en a, alors surtout sur Internet, des ouvrages, des manuels spécifiques. Sur le portail du rectorat, on n'a pas d'entrée traite négrière, esclavage, avec des productions, avec des outils, avec des documents. Donc là, il y a un travail à faire pour les professeurs du premier degré. Donc dans les formations initiales, il faut poursuivre ce travail pour les enseignants du second degré. Il faut même décomplexer les enseignants. Parce que moi, j'entends, parmi les étudiants, les enseignants, j'entends souvent, bon, moi, l'esclavage, ça me gêne, tu sais, moi, je viens de France, c'est compliqué, je ne sais pas comment prendre. J'en entends d'autres qui me disent, ah non, moi, j'en ai fini avec l'esclavage, c'est bon, je ne veux plus en entendre parler. Vous voyez, on a quand même des positions qui sont très passionnelles. Non, il faut se décomplexer. Il faut enseigner comme toutes les autres questions de l'histoire. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la façon dont les enseignants du premier degré peuvent ne pas forcément maîtriser cette question, c'est valable également pour ceux qui ont grandi aux Antilles ou c'est plutôt ceux qui ont grandi dans l'Hexagone et qui finalement n'ont pas touché du doigt cette histoire. Je pense que c'est valable pour les deux. Je pense que c'est tout à fait valable pour les deux. Moi, je ne peux pas dire mon âge parce que j'approche, mettons, la cinquantaine. Et on ne m'a jamais enseigné la traite négrière. Merci, monsieur Renette. On m'a jamais, honnêtement, ni au collège, ni au lycée, ni à la fac. Et j'ai un DEA d'histoire. Donc je n'ai jamais entendu parler de la traite négrière directement en cours. Je ne l'ai pas étudié. C'est après, une fois que je suis devenue professeure en formation, j'étais aux conférences de monsieur Régent, de monsieur Sainton et de plein d'autres. Et c'est comme ça que je me suis formée. Mais dans ma formation. Donc si moi, j'en fais partie, bien sûr que d'autres. Frédéric Régent. Oui, juste lorsqu'en 2001 les programmes ont été adaptés, il y avait une enseignante guadeloupéenne qui avait eu cette réflexion. Ah oui, mais si on enseigne l'esclavage, on va nous prendre pour des indépendantistes. Enfin voilà, c'est même chez les enseignants d'origine guadeloupéenne, c'est un problème qui pose problème, mais qui peut être surmonté par la formation. Le problème, c'est que les crédits de la formation,
c'est quasiment inexistant. On a les moyens. Il y a des enseignants-chercheurs comme Jean-Pierre Sainton, comme d'autres, qui sont prêts d'ailleurs à faire des formations vis-à-vis des collègues, mais c'est quelque chose qui est passé. Voilà, il y a un problème. C'est pas seulement lié à cette question de l'enseignement de l'esclavage, c'est lié à la formation continue des enseignants en général. Jean-Pierre Sainton. Oui, je voulais dire quelque chose tout à fait dans le même sens que mes deux collègues précédents. Il ne faut pas penser. Alors peut-être que beaucoup de gens pensent que, par exemple, le Memorial Act, ça a été trop monumental, trop gros, c'est trop pour nous. Bref. En réalité, par exemple, lorsqu'on est dans l'enseignement, et moi je suis dans l'enseignement supérieur, donc je vois arriver des jeunes qui ont passé le bac. Donc qui ont en principe vu au collège maintenant. Maintenant, on vient au collège, vu au lycée, théoriquement dans leur programme, ces questions-là. Et qui abordent ces questions-là l'esprit complètement vide. Beaucoup, en tout cas, abordent ces questions-là l'esprit complètement vide. C'est comme s'ils n'avaient jamais vu ça. C'est comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de ça, ou alors ils ont des grosses confusions. Tu as donné des exemples extrêmement précis. J'en trouve dans des copies de licence, c'est-à-dire des étudiants de première année, de deuxième année, voire de troisième année. Donc, il y a là-dessus un très grand problème, et qui est un problème d'ordre intellectuel. Il faut bien comprendre que tant qu'on n'a pas maîtrisé ces questions-là du point de vue des savoirs, du point de vue des connaissances, nous ne pouvons pas non plus analyser notre société actuelle. Et d'une part, et en même temps, il y a un hiatus avec la culture, il y a un hiatus avec les représentations. C'est-à-dire qu'il y a une confusion de vocabulaire, une confusion des concepts, une confusion des réalités, et c'est comme si un peu beaucoup, je ne dis pas tous évidemment, mais beaucoup de jeunes Guadeloupéens étaient comme dans un brouillard de dates, dans un brouillard de phénomènes, dans un brouillard de faits, dans un brouillard d'espace géographique. L'autre jour, une jeune collègue me disait comment des élèves qui avaient le bac plaçaient, la Guadeloupe, le Brésil dans l'Afrique et la Guadeloupe au-dessus ou à côté. Par exemple, du point de vue de la géographie, et du point de vue des réalités historiques, nous avons ce même type de confusion. Donc, quand on ne se connaît pas, on n'arrive pas à, disons, transformer nous-mêmes notre propre société. Et donc, cette question de l'éducation, j'y reviens, est une question essentielle. Et je termine, le Memorial Act, de ce point de vue, à mon avis, est un instrument qui peut être très important pour pouvoir précisément être parmi des projets éducatifs, aussi bien au niveau du collège que du lycée, que de l'éducation générale. Luc Renet, on vous a vu réagir à ces témoignages. Puisque Jean-Pierre parlait des élèves, je suis à la retraite, mais également directeur bénévole du centre de préparation au risque sismique de la Guadeloupe depuis quelques années. Et chaque fois, lorsque j'arrive dans une salle de classe ou bien dans un local personnel donc d'une entreprise, concernant le tremblement de terre du 8 février 1843, je pose la question à l'assistance, est-ce que ce tremblement de terre a eu lieu avant ou après la seconde abolition de l'esclavage? Vous serez surpris de savoir que pratiquement la réponse, elle n'est pas. C'est-à-dire que des gens... Voilà. Et donc c'est extraordinaire parce que je me trouve des fois dans des entreprises, devant des cadres, devant des agents de maîtrise. Je me trouve aussi des fois dans des lycées avec des premières, des terminales. Et quand je demande à l'une des personnes, tiens, dis-moi, toi, c'est quelle année? Il dit, mais pourquoi c'est à moi que je demande de poser la question à l'autre? En fait, personne ne sait. Et malgré tous les efforts qui ont été accomplis depuis quand même pas mal de temps sur la connaissance de notre histoire, l'appropriation de notre histoire, je me rends compte que beaucoup de Guadeloupéens, surtout ceux qui disent « pas parler de ça encore, arrêter l'esclavage, on connaît ça déjà ». En fait, ils ne connaissent pas. Et la vraie question, c'est la connaissance, même pas totale, mais serait-ce que partielle, de notre histoire. Je dis à ces élèves, s'il y a une date que vous devriez connaître, à part 1794, parce que souvent ils ignorent qu'il y a eu 2 abolitions, c'est 1848. Donc j'ai conscience d'un déficit de connaissances qui est extraordinaire, qui génère des comportements souvent surprenants de la part non seulement des élèves, mais aussi des adultes. Et ça, c'est important. Avec Régent. Oui, et d'ailleurs, pour avoir discuté avec des enseignants, la date la plus connue, c'est 1802. Et d'ailleurs, grâce au travail qui avait été fait en 2002 par Luc Renet, et puis aussi mes propres travaux, diffusion de brochures, parfois ils ne savent pas à quoi ça correspond, mais 1802, c'est une date qui parle énormément aux élèves.
Valérie Hugues, ça veut finalement dire dans tout ce qu'on entend là qu'il faut presque repartir à zéro souvent avec les futurs enseignants par exemple en matière d'histoire. Alors concernant les étudiants que j'ai moi à l'ESP, ils sont en Master 1, c'est leur première année, puis Master 2 après. Donc je confirme les propos de Monsieur Sainton. Ils n'ont quasiment aucune connaissance sur l'histoire et la géographie aussi de la Guadeloupe. Donc il y a un fort déficit, mais ils sont très demandeurs. Ils sont très très demandeurs. Et il y a des EC histoire en contexte, vraiment des cours spécifiques. Et ils sont très friands, ils participent. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ça passe par un moment de déconstruction. Et le moment de déconstruction est pénible. Donc on aborde la question des sources. Moi, je refuse d'enseigner l'histoire par des croyances. Je refuse d'enseigner le roman national où Napoléon est un héros. Napoléon est un dictateur, comme l'a signifié Monsieur Régent tout à l'heure. Donc je me refuse à enseigner ce roman national, mais je me refuse aussi à enseigner le roman national guadeloupéen. Et je ne peux pas enseigner que Solitude est un personnage historique parce que je n'ai pas de source à apporter. Donc il y a tout un paquet de déconstruction sur l'histoire. Mais moi, je veux que les enseignants, les futurs enseignants, puissent enseigner des connaissances. Et la deuxième étape, une fois que j'ai fait tomber les représentations, c'est de dédramatiser. C'est vrai que je le dis que, aussi douloureuse soit-elle, l'histoire de la Guadeloupe, elle est forte, elle est belle, parce que ces gens aient pu résister à ce qu'ils ont vécu. Quand je vois l'ouvrage, les extraits, j'ai l'ouvrage devant les yeux de Frédéric Régent, Libre et sans faire, qu'on soit les descendants, et même moi qui suis métro, je ne suis pas descendante directe, mais on a les mêmes ancêtres, c'est ma part d'humanité, ces esclaves. Donc il faut enseigner ça avec de la positivité, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose vers l'humanité, il faut dédramatiser, c'est une histoire sensible. On peut même avoir une ouverture en éducation civile et morale, on peut lancer le débat des réparations, on peut discuter des droits de l'homme, de ce qui n'est pas respecté dans l'esclavage par rapport à cette vision postérieure des droits de l'homme. Il faut parler. Et il faut dédramatiser, il ne faut pas avoir de complexe. Jean-Pierre Sainton, c'est compliqué d'enseigner l'histoire, particulièrement en Guadeloupe, de façon dépassionnée, sans idéologie, sans émotion. Ce n'est pas compliqué, c'est un challenge. C'est un challenge que j'accepte, mais je crois qu'il demande... Alors par rapport à ce que disait ma collègue Valérie Hugues, je peux la rejoindre sur certains points, peut-être pas sur d'autres. Je crois qu'il faut penser l'histoire. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut distinguer deux choses. Le passé, distinguons trois choses pour comprendre ce que je vais dire. Le passé, la mémoire et l'histoire. Le passé, on ne le change pas. Le passé, on hérite du passé tel quel, de façon globale. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on traverse, tout ce que le passé nous a laissé comme héritage. La mémoire, c'est autre chose. La mémoire, c'est de l'affect. La mémoire, c'est de l'affect. La mémoire unit, la mémoire divise aussi. L'histoire, c'est une connaissance raisonnée, rationnelle, une connaissance la plus exacte possible du passé. Mais quand on parle d'histoire, on parle de projet. L'histoire est tournée vers le futur. L'histoire n'est pas tournée tant que ça vers le passé. Contrairement à la mémoire. Contrairement à la mémoire. Et ça me semble essentiel de comprendre ça. Donc, quand nous parlons d'histoire, il faut que les enseignants, les chercheurs se posent d'abord le problème de quelle histoire parlons-nous ? Quelle histoire voulons-nous faire ? Dans les travaux que, par exemple, j'ai faits sur l'histoire et la civilisation de la Caraïbe, on a pris beaucoup de temps. Je n'ai pas fini, ça va me prendre toute ma vie peut-être, de faire les 5 volumes. Mais parce qu'on pèse chaque mot. Je pèse chaque mot, si tu veux, en termes de pédagogie. C'est-à-dire d'où je me situe, d'où je parle. J'ai voulu, par exemple, lier l'histoire à la connaissance de la géographie, à la connaissance du sensible, à la reconstruction des mots. Par exemple, quand on dit, juste un exemple, le froid et le frais, l'humide. C'est-à-dire, ce sont des notions qui parlent aux Guadeloupéens. C'est-à-dire, il faut ce travail-là, et là peut-être il faut intégrer la dimension culturelle dans la connaissance historique. Ça me semble essentiel. Et cette connaissance culturelle, ce qui est particulier, c'est qu'elle évolue en permanence. Par exemple, prenons l'exemple, nous sommes sur le site de Darboussier. Il y a, quand j'étais étudiant d'histoire dans l'ancien lycée Carnot, quand c'était la récolte, Darboussier fumait, on fermait toutes les portes et les fenêtres parce que toute la suie de Darboussier... Quand aujourd'hui je parle de Cannes à des jeunes lycéens qui ne connaissent pas l'atmosphère, la culture sociale de la Cannes, je le parle comme si c'était quelque chose d'étranger. Le jeune européen qui arrive me comprend comprend ce que je dis aussi vite, voire plus vite que le jeune Guadeloupéen qui est là parce qu'il n'a pas ça dans sa représentation culturelle. Donc, et
Et notre peuple est en train d'évoluer dans sa composition, dans ses représentations, dans sa culture. Donc ça demande une réflexion. Et je termine là-dessus en disant que je crois que également, ce n'est pas simplement ressasser le passé, ce n'est pas simplement retourner le passé, ce n'est pas non plus bourrer les gens avec des connaissances et des savoirs qu'ils vont oublier en 2 temps, 3 mouvements. C'est véritablement avoir une pédagogie de la formation de l'individu, de la formation des sociétés pour construire leur présent et leur avenir. Le Crénet, finalement, ce Memorial Act, est-ce qu'il ne pourrait pas être le chaînon manquant de l'intergénérationnel, de la connaissance qui balaie aussi les divergences entre les hommes? Oui, bien entendu, si les Guadeloupéens se l'approprient. C'est ça la condition première. J'ai demandé la parole aussi, c'est pour répondre à la fois à Jean-Pierre et à Frédéric, parce que l'un et l'autre ont donné une position sur la question des réparations, qui n'est pas forcément la mienne, et c'est normal, puisque Jean-Pierre dit par exemple que lui, il pense que la première des réparations, c'est une réparation au niveau de l'éducation. Frédéric, lui, dit qu'il ne faut pas opposer les peuples d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, parce qu'au sein même des sociétés féodales, il y avait déjà des phénomènes d'esclavage. Je dis oui, sauf que ça se produisait dans une société qui a évolué, notamment en Europe, où maintenant les sociétés sont développées, et on peut dire que toutes ces populations mangent à leur faim aujourd'hui, même s'il y a toujours des distinctions de classe et aussi de niveau de vie. Simplement, et je vous pose la question, comme je l'ai posée d'ailleurs à Taubira il y a quelques années, où on n'était pas encore convaincu de la nécessité, c'était bien avant la loi Taubira, nous étions déjà en contact, de la nécessité des réparations. Je pose une question. Au moment où nous parlons, sur la Terre, il y a des millions d'hommes et de femmes, d'enfants aussi, qui meurent de faim, ou qui sont mal nourris, ils sont victimes du sida, de toutes sortes de maux, parce que les moyens permettant qu'ils aient un niveau de vie acceptable et qu'ils mangent tous les jours ne sont pas là. La véritable question, est-ce que si on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on dit, bon, nous, les réparations, on ne voit pas vraiment à quoi ça servira. Alors que nous savons pertinemment, et de façon scientifique, je cite le livre Capitalisme et esclavage d'Eric Williams, qui décrit mathématiquement, méthodiquement, comment les puissances européennes, occidentales, parce que c'est aussi l'Amérique, se sont enrichies sur le commerce triangulaire. Est-ce qu'il n'y a pas, sans pour autant, si vous voulez, stigmatiser leurs descendants, ils ont quand même reçu l'héritage, ce qui dit que la puissance économique des pays européens, occidentaux de façon générale, pour une part, relève, si vous voulez, de cette période où, pendant 3 siècles, on a exploité. On est d'accord. Alors, est-ce qu'en retour, pour développer ces pays qui sont en retard de développement et qui n'ont pas de capitaux propres, il ne serait pas normal et juste que des réparations, bien entendu, allant strictement sur l'éducation, sur la santé, sur le développement économique, soient effectivement légitimes, soient réalité demain. Et c'est pourquoi je comprends très bien le combat des différents pays de la Caraïbe, parce que pratiquement tous les pays de la Caraïbe aujourd'hui, qui sont indépendants ou bien qui sont autonomes, exigent des réparations de l'ancienne puissance de tutelle et disent que dans le processus qui a amené à leur décolonisation, une étape importante a été oubliée, celle des réparations. Je pense comme d'autres que nous, notre génération, qui mangeons bien tous les jours, nous mangeons tous les jours et je pense que jusqu'à la fin de nos jours, sauf grave incident, nous allons continuer à manger. N'avons-nous pas une responsabilité par rapport à ces enfants, ces femmes et ces hommes qui n'ont aucune perspective? Je crois que oui. Et c'est pourquoi le CIPN milite, pas seulement pour la Guadeloupe, mais pour l'ensemble du monde noir. Mais au-delà, chaque fois qu'il y a eu des problèmes maintenant concernant le tiers-monde, nous sommes intervenus parce que pour nous, le monde, il est global. Frédéric Régent, c'est aussi le rôle de l'histoire, mieux connaître notre passé pour construire notre avenir, quitte et peut-être changer les choses. Oui, alors, faut dire aussi que l'histoire est un discours. Pourquoi il y a des fois des divergences dans le discours historique? Tout simplement parce que des fois la perception et l'analyse des choses peut être différente. Vous voyez, il n'y a pas l'histoire au temps présent. Mettons l'analyse, par exemple, de la crise que nous vivons. Elle n'est pas perçue de la même manière selon que ce soit le Front National qui s'exprime, ou le Parti Socialiste, ou le Front de Gauche. Et pour l'histoire, c'est aussi un peu la même chose. On n'a pas la même perception de l'histoire. Maintenant, il y a des faits historiques qui sont tangibles. Après, l'explication de ces faits historiques peut varier selon les historiens. Je vais prendre un exemple. Sur la question de la race, nous avons des divergences entre historiens. C'est-à-dire, moi, j'estime que c'est
presque le moment Napoléon qui voit l'émergence de la race en tant que idée fixiste, de se dire que telle personne, parce qu'elle a tel physique, aura telle morale, c'est-à-dire tel type d'intelligence. D'autres vont jusqu'à Voltaire, mais sauf que la différence, c'est que Voltaire dit qu'il y a une possibilité pour l'homme. Alors, Voltaire, si on le lit, il est raciste. Il place le noir en bas entre le orang-outan et l'homme blanc. Comme Jules Ferry d'ailleurs. Oui. Mais il pense qu'il y a possibilité de civiliser et d'atteindre le niveau du blanc. Et vous voyez, c'est la grande différence entre ce qu'on appelle les théories fixistes, qui disent qu'en gros, il n'y a aucune régénération possible, et ceux qui pensent, par exemple Buffon, il pense que, d'ailleurs Buffon, son idée, c'est qu'avant tout le monde était blanc, puis il y a eu une dégénérescence d'une partie de la population qui est devenue noire, mais Buffon dit, ils peuvent redevenir blancs en se régénérant. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là sont au XVIIIe siècle, ils n'ont aucune connaissance, ils ne savent pas ce que sont les groupes sanguins, ils ne savent pas ce qu'est la génétique. Le plus grave, c'est de voir qu'aujourd'hui, avec toutes les connaissances scientifiques que l'on a, qu'il y a des gens qui tiennent encore ce type de discours de différentialisation raciale. Valérie Hugues, vous l'évoquiez tout à l'heure, ça veut aussi finalement dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'enseigner l'histoire avec des dates et des faits. Il faut globaliser, il faut aller plus loin, il faut toujours se référer à la source parce qu'il y a cette notion de c'est une science inexacte. Alors déjà, l'histoire des dates... c'est bon, c'est fini depuis longtemps. Hein. Nos historiens présents qui s'intéressent aux politiques, au social, au culturel sont là pour le prouver. L'histoire des dates, j'allais dire, c'était l'histoire à la papa il y a longtemps, quoi. Donc bien sûr, il y a d'autres approches des programmes, d'autres approches historiographiques où on s'intéresse aux représentations, au culturel, à l'univers du sensible. C'est vrai que l'enseignement de l'histoire, c'est ça maintenant. Ça devrait l'être. Alors de là à dire que tout le monde est formé pour transmettre ce type d'histoire ou cette histoire globale, non. Ça, c'est toujours cet immense effort de formation à faire. Et là, je pense qu'il y a vraiment une problématique singulière, et notamment sur les traites négrières et l'esclavage. Mais non, l'histoire des grands hommes aussi, ça fait longtemps qu'on en a fini avec. Déjà, pas que des grands hommes, il y a aussi des grandes femmes. Et puis, il y a aussi des petits hommes et des petites femmes, des gens de tous les jours, des esclaves, esclaves de pioche, esclaves domestiques. Vous voyez, s'intéresser aux petites gens, c'est vraiment des entrées historiographiques. L'histoire globale aussi, c'est une entrée historiographique assez récente. Il y a énormément... Ce qui est dommage... c'est que moi, je suis médiatrice, c'est-à-dire que je suis professeure, donc je lis tous les collègues à côté, j'essaye de faire une synthèse et de transmettre. Il y a une profusion historiographique hyper intéressante qui ouvre l'esprit sur toutes les questions historiques, d'ailleurs pas uniquement sur la traite et l'esclavage. Et c'est pas encore rentré véritablement dans les programmes. Moi, je dénonce fermement le programme de premier cycle, qui est une histoire rien que de dates et de grands hommes. Il y a 40 repères. Sur 40 repères, il y a 38 hommes et 2 femmes. Les 2 femmes étant Jeanne d'Arc et Marie Curie, qui ne marche jamais sans son mari. Bon, la réforme va peut-être changer tout ça. Mais il y a ce décalage entre, vous voyez ce que je veux dire, l'historiographie qui est riche, et il y a des débats, et encore heureux qu'il y a des débats. Si dans l'histoire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de confrontation de sources, l'histoire, ça ne sert à rien, c'est pas intéressant. Mais il y a encore peut-être ce décalage pour le premier degré et un peu moins pour le deuxième quand même. Frédéric Réjean. Oui, alors déjà dans les courants les champs d'intérêt des historiens universitaires, c'est beaucoup ce qu'on appelle l'histoire globale, l'histoire déconnectée. Et donc, de plus en plus, on fera de l'histoire de l'esclavage. Enfin, je vois les programmes à la Sorbonne, ils ont changé il y a 3 ou 4 ans. Et les étudiants font maintenant l'Europe et le monde du 15e au 18e siècle. Alors qu'avant, c'était la France d'Ancien Régime. Voilà, donc là, on a eu un basculement d'une année à l'autre. Enfin, ma première année, quand j'étais à Paris, à Panthéon-Sorbonne, c'était l'Ancien Régime, puis la Révolution française. Et là, on est passé à l'Europe et le monde. Donc, et là, on traite les questions d'esclavage, de traite négrière, de commerce mondialisé. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que ce système monde, c'est le système capitalisme. Enfin, pour moi, le coupable... Je veux dire, c'est ce capitalisme mondialisé où vous avez des Espagnols, pour résumer, qui colonisent l'Amérique, qui exploitent des Amérindiens, des esclaves africains dans des mines au Mexique, au Pérou. Avec cet argent, ils vont acheter à des élites indiennes, parce qu'il ne faut pas croire. Alors là, c'est une chose qui me scandalise dans les nouveaux programmes. On met
un monde dominé par l'Europe au XVIIIe siècle. C'est faux. Les échanges qui se font avec l'Inde et la Chine à l'époque sont comme aujourd'hui. C'est métaux précieux contre du textile. Ces textiles sont d'ailleurs réutilisés dans le cadre de la traite négrière. Tout à l'heure, Valérie Hugues l'expliquait, un esclave sur les côtes africaines, c'est pas acheté comme, entre guillemets, ce qu'aujourd'hui on appelle pacotille. C'est 1200 livres équivalent marchandises. Des fusils. Un esclave, un fusil dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 100 000 fusils, par exemple, rien que pour l'année 1790. D'ailleurs, à Haïti, ce sont déjà des hommes, quand ils se révoltent, ils savent déjà manier le fusil. Certains sont des prisonniers de guerre qui, dans le cadre de guerre, de capture, utilisaient déjà ces armes à feu. On est dans une économie déjà, elle n'est pas mondialisée complètement, mais pour ces négociants, elle est mondialisée. C'est ça qu'il faut apprendre. Et les gens, ils comprennent, parce que ça nous rapporte, mais oui, en Afrique, aujourd'hui, à la situation contemporaine, toutes ces armes qui sont en Afrique, elles ne sont pas fabriquées en Afrique. Ces textiles qui sont importés et qui circulent, ces marchandises, parfois futiles comme le tabac, ça nuit à la santé, et c'est à l'origine de la colonisation de la Guadeloupe et de la Martinique. Tous, vous imaginez, on exploite, on asservit des gens pour produire presque une drogue. Les crânettes. Je voulais juste rebondir sur ce que Frédéric a dit tout à l'heure concernant la lecture de l'histoire. On parle de différentes lectures de l'histoire. La semaine dernière, on fêtait en Europe le 100e anniversaire du génocide arménien. La Turquie, jusqu'à présent, ne reconnaît pas le génocide. Or, l'Allemagne, qui avait à l'époque qui était l'allié de l'Empire ottoman, reconnaît le génocide et dit qu'elle est même prête à aborder la question des réparations parce qu'elle se sent co-responsable. Donc c'est une situation qui est un peu particulière. Et la France, bien sûr, pousse la Turquie à reconnaître le génocide et à réparer. Donc on se trouve dans une situation où la France elle-même, qui ne veut pas ici reconnaître, mais qui ne répare pas, eh bien, incite d'autres pays comme la Turquie à reconnaître ces torts historiques, torts reconnus par l'allié d'époque, l'Allemagne, qui se dit co-responsable. Vous voyez, donc la question des réparations, pour terminer, devient une question, je dirais, qui prend de l'ampleur. Il ne concerne pas que ceux qui ont été victimes d'esclavage, ça devient une question mondiale et je crois que tôt ou tard, on devra y accéder. Jean-Pierre Sainton, le Memorial Act n'a pas encore toutes ses collections, il y en a quelques-unes, et notamment des fers, des chaînes. C'est l'histoire crue, ça ? Oui, c'est l'histoire crue et c'est l'histoire qu'on peut toucher du doigt. Hein, et c'est bien qu'il y ait ces objets également dans le Memorial Act, parce que le Memorial Act, ce n'est pas simplement des scénographies, c'est aussi du concret, c'est aussi ces fers, c'est aussi ces objets de vente, c'est aussi ces fusils de traite, par exemple, qui sont exposés et qui permettent de voir comment c'était. Alors, j'insiste d'ailleurs sur un point. Vous savez, il se trouve qu'en Guadeloupe, il y a des gens, peut-être, je ne dis pas beaucoup de gens, mais il y a des personnes qui ont des objets chez eux et qui ont parfois des gens qui trouvent dans des champs, sur des sites d'habitation, des chaînes, des objets ayant appartenu ou ayant été hérités de cette période-là. Donc ce serait aussi intéressant que ce site devienne un lieu de regroupement. Alors je voulais juste rebondir, mais j'irai très vite parce que ça me semble important, sur ce que disaient Frédéric et Valérie Hugues sur la question de la façon d'enseigner l'histoire. La conception de l'histoire a beaucoup évolué. Il y a bien sûr une vieille histoire qu'on trouve surtout les histoires qui se veulent extrêmement nationales, les histoires qui se veulent... Et puis il y a une histoire compréhensive, une histoire beaucoup plus large, une histoire interconnectée, comme disait Frédéric Réjean, je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point, qui montre d'autres dynamiques en cours et qui nous permettent de comprendre beaucoup mieux les phénomènes historiques. Parce que souvent, quand on se cristallise sur une vision des choses, on va dans le mur, on énonce des choses qui sont complètement fausses. Par exemple, je prends un exemple, une controverse sur la question de la participation de l'Afrique à la traite. Question très mal posée. Quand on pose très mal une question, on obtient une mauvaise réponse. Et une réponse qui n'est par conséquent, qui ne peut pas être pertinente et qui n'est pas une réponse qu'on peut enseigner. Il y avait quelques années déjà, quelques dizaines d'années, il y avait une grande controverse entre, par exemple, Walter Rodney
un historien guyanese, qui était un historien, et qui montrait que l'Afrique n'avait pas été passive dans la traite. Mais du coup, cette conception qui était juste a donné naissance à une autre conception qui a complètement survalorisé le rôle de l'Afrique, y compris dans la traite elle-même. Et donc, par conséquent, le but idéologique qui était recherché par des historiens d'une certaine génération, c'est en quelque sorte retourné contre eux à une autre période. Merci Jean-Pierre Voilà. Sainton. Nous espérons que ce